Merci Brice Teinturier pour cette belle présentation. J'ai une question à vous poser d'emblée sur le coût financier de ces stages et de cette préparation privée au baccalauréat. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une conséquence de la crise, d'après le regard sur le temps que vous avez sur le sujet, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente au fil du temps ? On n'a pas, hélas, de baromètre, donc de comparaison rigoureuse dans le temps. Je crois qu'il est évident que la crise est un facteur supplémentaire. On le voit dans toute une série d'enquêtes. Moi, je rappelle souvent qu'on a plus de 25% des parents qui nous disent, des Français, pardon, qui nous disent qu'ils font leurs courses à moins de 5 € près. Donc on est quand même sur une pression qui est extrêmement forte. Donc la crise a aggravé le phénomène. Je ne pense pas en revanche qu'il soit tout à fait nouveau. Et je suis certain qu'il y a 5 ou 10 ans, on avait déjà ce sentiment d'une barrière à l'entrée en fonction du revenu, sur la possibilité ou pas d'avoir recours à des stages de révision qui sont par ailleurs pour certains quand même assez onéreux. Très onéreux, mais en même temps, est-ce que cette barrière psychologique, elle n'est pas en train de bouger aussi dans la tête des gens? On sait qu'on est champion du monde, et Éric Charbonnier nous le redira, de la demande en cours particulier, de la consommation de cours particuliers. Est-ce qu'il y a toujours présent dans notre esprit cette idée de l'école gratuite pour tous, ou est-ce que le parent n'est pas en train d'intégrer l'idée que l'éducation a un coût et fait partie du budget familial? Moi, je ne le formulerai pas en ces termes. J'ai l'impression que ce que les parents intègrent, c'est que celui qui a le diplôme a tout simplement des chances accrues de s'en sortir, et qu'on a des parents qui ont des stratégies de plus en plus importantes pour favoriser la réussite de leurs élèves. Donc, ils sont prêts, effectivement, pour certains, mais ça reste minoritaire, à essayer de maximiser ces cours particuliers ou ces stages. Il y a des stratégies aussi autour du quartier pour être dans les bons lycées, et que tout cela joue à l'évidence, parce qu'ils ont une conscience aiguë, j'allais dire, des 3 millions de chômeurs qui existent, mais en tous les cas de cette angoisse générale de la société française par rapport aux possibilités d'insertion. Éric Charbonnier, le cours particulier, c'est quand même, on a quand même une spécificité française dans la demande, non ? Oui et non, parce que si vous prenez des pays comme la Corée et le Japon, c'est complètement dans la culture des pays que les enfants, après l'école, vont bénéficier de cours privés. C'est-à-dire que, alors que dans certains pays, on va au théâtre ou au cinéma, dans le budget des familles en Corée, il y a des cours privés. Alors, c'est pas quelque chose que je recommande pour le système d'éducation français, je tiens à être clair, mais malgré tout, ça met en avant des difficultés du système d'éducation, où on parle beaucoup qu'il faut le faire évoluer vers plus de personnalisation, d'individualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir des cours privés ou de demandes de cours privés, il faudrait que le système puisse évoluer et que les enseignants s'adaptent au niveau des élèves. Faire du soutien à l'intérieur de l'école, travailler en petits groupes, ce sont des méthodes qui marchent bien dans les pays de l'OCDE. J'aimerais aussi rebondir sur 2 aspects. Outre ces cours privés, c'est l'orientation. C'est aussi un des facteurs d'angoisse des élèves. L'après-baccalauréat, c'est souvent une grande incertitude pour les élèves qui ne savent pas vers quelle filière ils vont aller et s'ils vont réussir ou non. Et on peut le voir qu'il y a un véritable déficit d'orientation en France par rapport à un grand nombre de pays de l'OCDE, où souvent les élèves font des orientations par défaut. Les bacheliers généralistes vont souvent dans des IUT, et les bacheliers professionnels n'ont plus de place dans les IUT et se retrouvent en échec dans les universités. Dans les filières universitaires, vous avez 3 bacheliers professionnels sur 4 qui sont en échec dans les premières années. Et quand on regarde où est-ce qu'ils sont scolarisés dans ces filières universitaires, on les retrouve dans des filières de philosophie, psychologie, littérature. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'orientation. Et dernier point, je m'arrête très vite, Internet, c'est vraiment aussi une évolution de la société qui veut dire aujourd'hui, dans l'enseignement, dans beaucoup de pays, on conçoit l'enseignement à partir du numérique. Et je crois qu'il y a aussi des évolutions, quand on parle d'évolution du bac, intégrer de façon plus systématique le numérique dans l'enseignement, c'est aussi une piste à étudier. Merci. Samuel Lepastier, la consultation chez vous, la consultation d'adolescents, chez vous et ailleurs, puisque vous avez beaucoup travaillé en hospitalier, pour angoisse scolaire, c'est quelque chose qui existe? C'est quelque chose de très présent?
Oui, il y a même un symptôme tout à fait typique à l'adolescence, qui est la phobie scolaire des adolescents à partir de 15-16 ans, n'osent plus aller en classe, et n'osant plus aller en classe, ils n'osent plus y retourner de peur des remarques de leurs camarades, et alors ils sont extrêmement déçus quand ils retournent de se rendre compte que leur absence est passée totalement inaperçue. Il y a sans doute une difficulté à apprendre, parce que apprendre, c'est à la fois effectivement rester enfant, mais en même temps c'est accéder à une vie indépendante et à une vie adulte. Et justement, un des grands motifs de consultation, c'est la crainte de ne pas passer dans l'année supérieure. Et c'est à la fois normal et pas normal. C'est normal que les parents s'inquiètent devant l'idée d'un échec, mais en même temps, il y a parfois des symptômes beaucoup plus graves devant lesquels les parents ne s'inquiètent pas, simplement parce qu'il y a une adaptation scolaire superficielle. Et la crainte de rater son bac? Oui, mais la crainte de rater le bac n'est pas forcément liée à des capacités, au niveau intellectuel, mais parfois à la peur d'affronter une épreuve. Dans mon expérience personnelle, je ne parle pas de moi bien sûr, j'avais un camarade qui était prix excellence de la 6e en terminale et qui a eu les 2 parties du baccalauréat. À l'époque, il y en avait 2, tout juste, probablement parce que justement, il avait à l'époque, il s'est rattrapé depuis, une relative immaturité affective qui faisait que cette épreuve lui faisait peur. Je suis également, dans cette perspective, relativement réservé sur l'avenir du numérique. Je pense que c'est un prétexte pour faire des économies. Apprendre suppose une identification à l'enseignant. On a un enseignant qu'on admire, il dispense un savoir, on veut faire comme lui, et à ce moment-là, s'il n'y a pas d'enseignant, si la relation est immédiate, ce processus ne se passe pas. Nous avons d'ailleurs un exemple très précis, le site de rencontres mythique sur Internet a fini par créer des rencontres réelles, parce que rien ne remplace l'expérience réelle et le virtuel. Non, c'est pas ça, je suis désolé. On apprend aussi vite qu'on oublie sur le virtuel. Mais en même temps, le numérique peut être un appui et ne pas remplacer l'enseignant, mais être un outil je veux dire pédagogique. Que le rôle de l'enseignant, contrairement à ce que disent certains, ne consiste pas simplement à dicter un cours. Le rôle de l'enseignant, c'est en effet une présence, une interaction, un minimum de transfert au sens du terme, qui rend effectivement l'accès à la vie adulte possible. Mais c'est vrai qu'on le voit, c'est quelque chose qui ressort tout de même de ce sondage, de par l'implication des enseignants et ce souci d'amener aussi les jeunes à l'autonomie. Parce que les 89% d'enseignants qui disent ça dépend de l'adolescent et de son travail et de son implication, c'est aussi considérer au sens large sa mission de préparer un jeune qui sera capable, dans l'enseignement supérieur, d'être autonome et de travailler. Non ? On peut le dire comme ça. Oui, en tous les cas, il y a un attachement à la transmission des savoirs fondamentaux. Ça, je crois que c'est constant. Ça évolue, suivant les types de questions que vous posez là-dessus. Il y a une évolution des enseignants. Et il y a une dizaine ou une douzaine d'années, on était, quand on opposait non pas à ce qu'on a fait en termes de modalités, mais la transmission de savoir ou la préparation, les éléments pour insérer, pour aider à l'insertion dans la vie professionnelle. Il y a 10 ou 15 ans, il n'en était pas question. Aujourd'hui, on a des enseignants qui sont davantage sensibilisés à cette dimension. Mais globalement, on reste quand même dans l'idée majoritaire d'un rôle qui est assis sur la transmission de savoirs fondamentaux. Juste parce que je ne sais pas si je l'ai sauté ou pas, mais on avait une question aussi sur quelles sont les 3 principales conditions pour réussir au baccalauréat. Et les élèves, les parents comme les enseignants nous disent en première condition avoir travaillé régulièrement toute l'année, d'où cette question du rapport au temps et ce décalage. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième raison avancée, c'est que les élèves nous disent avoir eu de bons professeurs. Et là, je crois que ça rejoint aussi ce que vous indiquez sur les limites du virtuel. Enfin, il faut une présence physique et il faut quand même avoir de bons professeurs. Les parents nous le disent également, deuxième condition. Et chez les enseignants, ce n'est pas la deuxième réponse. La deuxième réponse qu'ils mettent en avant, c'est évoluer dans un environnement familial et stable. Et seulement ensuite, avoir eu de bons professeurs. Donc on voit bien qu'on a vraiment des parents et des élèves qui nous disent il faut bosser régulièrement, il faut avoir eu de bons professeurs. Et des enseignants qui sont plus nuancés, qui nous disent tout cela est un système à 3. L'élève qui doit travailler régulièrement, les parents qui doivent assurer une stabilité affective, psychologique, etc. Et puis évidemment, malgré tout, nous-mêmes. Et le dernier petit point, c'est que, parce que c'est souvent des choses qu'on entend, mais avoir de la chance le jour de l'examen,
ce n'est quand même une réponse pas très élevée. Elle est assez minorée, 35% de citations chez les élèves. Ils pouvaient donner plusieurs réponses. Donc 35% de citations contre 84% sur le travail régulier ou 79% avoir eu de bons professeurs. Donc peut-être qu'ils minorent. Il y a un côté aussi, on est dans du déclaratif, on ne va pas avouer qu'on parie sur le coup de bol. Mais c'est finalement pas si élevé que ça. Et évidemment, chez les parents et chez les enseignants, c'est pour le coup là fortement minoré. Mais moi, je les trouve vraiment très raisonnables, ces jeunes, c'est vrai, à travers cette réponse. Dites-nous, Michel Fize, la famille, le rôle de la famille. On se rend compte avec cette étude qu'en fait, il y a une grande proximité entre les lycéens et leurs familles et les parents, que le bac, on en discute pour à peu près dans 70% des cas, tranquillement à table, que les parents sont un vrai soutien, dans la plupart des cas, en tout cas de manière assez majoritaire. C'est eux qui vont acheter les annales pour réviser. Donc, les parents, les profs, les parents, les adolescents, on a une véritable cohésion autour du bac. Qu'est-ce que ça dit ? Je dirais que déjà les parents sont inquiets de la même manière que leurs enfants. Mais ils rassurent, ils sont inquiets mais ils rassurent. Alors, ils rassurent. Bon, j'aimerais croire qu'ils rassurent dans tous les cas. J'ai l'impression parfois qu'ils surpressent des enfants qui sont déjà conscients des enjeux. Moi, je crois qu'il faut bien faire attention par rapport, mais ça vaut pour les sociologues comme pour les instituts de sondage. Je dirais qu'il y a deux types de réponses par rapport à des questions. Il y a des questions qui, finalement, produisent des vérités objectives, entre guillemets, malgré tout, et puis des questions qui produisent ou qui révèlent des inquiétudes et qui donc entraînent un discours de réassurance. Je vais donner deux exemples qui prouvent que pour moi la réponse n'a pas grand sens. Bon, constater que 2/3 des élèves se disent confiants par rapport à l'échéance du bac, je dirais c'est la moindre des choses. Voilà, oui, mais quand même, encore une fois, je pense que par rapport à une épreuve, il vaut mieux se mettre dans une disposition d'esprit positive que l'inverse. De même que pour un enseignant, dire comme une incantation qu'il est là pour transmettre le savoir, bon, c'est une belle idée, mais la réalité concrète, quand vous écoutez les enseignants, j'en écoute aussi régulièrement, ils vous disent pour nous, notre objectif, c'est de faire le programme. Donc un bon enseignant, c'est celui qui fait bien son programme, et le bon élève, c'est celui qui a de bonnes notes. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis en conclusion, mais comme ça j'aurais fait ma conclusion, pour moi, supprimer le bac, c'est à la fois sauver les enseignants, les élèves, et c'est réhabiliter le savoir. Le savoir, le vrai savoir, le plaisir du savoir. On n'est plus dans cette dimension du plaisir d'apprendre les mathématiques qui peuvent d'ailleurs être très agréables s'il n'y a pas effectivement cette carotte qui s'appelle le bac, voilà, et qui est dans une situation où on a, paradoxalement, de plus en plus d'élus et de plus en plus de perdants en fonction d'un marché de l'emploi qui est très très comprimé et qui fait que le bac, ça sert à quoi ? Le bac, c'est la clé d'entrée à l'université. Si vous dites demain matin, voilà, vous pourrez entrer à l'université librement, eh ben, la majorité des élèves ne passeront plus l'examen. Ils déserteront l'examen, sachant qu'ils pourront aller là où l'examen les conduit aujourd'hui, sans avoir à passer ce diplôme, qui nous coûte très cher. Tout à fait, 100 millions d'euros. Je savais que vous étiez un révolutionnaire, parce que là, c'est carrément tous les diplômes qu'il faudrait supprimer avec votre regard. Mais est-ce que cela redonnerait forcément pour autant le goût de la connaissance ? C'est une vraie question. Samuel Le Pastier, vous vouliez réagir ? Je voulais simplement intervenir sur le fait suivant, c'est que dans l'inquiétude des élèves, ce n'est pas nécessairement la crainte d'échouer à l'examen, mais surtout parfois celle de réussir. Échouer, c'est maintenir la même vie qu'autrefois, c'est rester lycéen, rester dans l'adolescence, et les ennuis commencent à partir du moment où on a réussi. C'est ce qui explique sans doute les réponses paradoxales au sondage, ce qui explique aussi sans doute la différence d'études des parents et des élèves. Les parents et les enseignants, sauf quelques exceptions, souhaitent évidemment que les élèves réussissent, alors que les élèves sont partagés. Et derrière leur anxiété, derrière peut-être l'idée que l'examen est terrible, il y a cette crainte d'une vie qui s'annonce effectivement pas très agréable. Si on échoue au baccalauréat, on gagne 1 an sur l'échéance du chômage, par exemple. Ou de l'entrée dans le supérieur, qui est aussi quelque chose qui fait très peur. Bien sûr. Je vous en prie.
Sur la phobie scolaire, pour envoyer des clients à mon voisin, je pense qu'il y a une deuxième cause de phobie scolaire qui n'est pas du tout reliée aux résultats. C'est la phobie qui est liée au risque, à la crainte d'être violenté. Voilà. Donc il y a des élèves aujourd'hui, et bon, je mène une étude sur les violences scolaires, les harcèlements, etc. Il y a des élèves aujourd'hui, de plus en plus et de plus en plus tôt, qui ont peur d'aller à l'école, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont être violentés d'une manière ou d'une autre, insultés, injuriés, pris comme bouc émissaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bons élèves ? Est-ce que c'est... Alors, oui, bien sûr. Alors, il ne faut surtout pas être bon élève. Car si vous êtes bon élève, vous êtes, comme on disait autrefois, une tête de Turc toute désignée. Et d'ailleurs, j'ai assisté à des phénomènes tout à fait incroyables d'élèves qui étaient effectivement de très très bons élèves, qui se sont fixés comme objectif d'abaisser leur niveau pour ne plus être effectivement importunés par le reste de la classe. Alors là, on descend souvent en collège. C'est beaucoup plus vrai en collège que ça ne l'est en lycée aujourd'hui. C'est vrai. Oui. Mais dès la fin du primaire, quelquefois. Un télo est une insulte. Tout à fait. C'est un bouffon. Oui. Un télo, même. Ouais, un bolos, on dit un bolos. Ouais. Excusez-moi, je n'avais pas le vocabulaire. Éric Charbonnier, vous vouliez intervenir. Oui, quand même, sur l'importance du diplôme, il ne faut pas oublier que malgré tout, le bac sert aussi pour l'intégration sur le marché du travail. Aujourd'hui, quand on parle des 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système d'éducation sans diplôme, ils se retrouvent dans une précarité bien plus grande sur le marché du travail que ceux qui ont obtenu le diplôme minimum, le baccalauréat ou un CAP. Donc il y a quand même une importance du baccalauréat, mais il y a aussi l'importance du diplôme en général dans la société. Si vous regardez la proportion de diplômés universitaires aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans, il y a eu une évolution colossale. Le baccalauréat, en 1970, il y avait 20% d'une classe d'âge qui avait le baccalauréat. Aujourd'hui, on est à plus de 70%. Donc il y a vraiment une évolution de la société, une importance du diplôme. Et ce qu'on peut voir dans tous les pays de l'OCDE, c'est qu'aujourd'hui, le diplôme est vraiment utile pour l'intégration sur le marché du travail. Il n'y a pas d'inflation scolaire, il y a toujours un besoin de diplômés universitaires. Et il y a cet avantage en France que le baccalauréat est un diplôme qui unit toutes les familles. Il y a une forme de cérémonial dans les familles quand on a obtenu son baccalauréat, alors que dans un certain nombre de pays, le même cérémonial arrive à la fin des formations universitaires. C'est ce qu'on peut voir aux États-Unis avec les remises de diplômes en costume et ainsi de suite. Donc ce cérémonial est aussi important. Et je reviendrai au point en introduction par Brice Teinturier, il est non connoté au milieu socio-économique des parents. Et dans une société comme la France, qui est très inégalitaire au niveau des performances scolaires, c'est quand même un point important à souligner, je crois. Cérémonial du bac. Une de nos premières conversations, Samuel Lepastier, sur le baccalauréat, a été le fait que c'est un rêve récurrent. Oui. Tout au long de notre vie, on repasse le bac, on Oui. repasse pas sa licence, on repasse pas son master. Alors, le rêve d'examen est un rêve fait par beaucoup de personnes. C'est soit le baccalauréat, soit l'examen terminal, le doctorat ou l'agrégation. Et ce qui est intéressant... Alors, l'agrégation, il faut la passer avant de la repasser. Si vous voyez l'allusion... Oui, mais justement, ouais, je crois que ça rejoint cette idée. C'est que ce n'est pas simplement une accumulation de connaissances, c'est un temps de passage dans l'existence. Ce qui est remarquable, c'est que les gens qui rêvent au baccalauréat, le rêve est le suivant. Le sujet a le sentiment qu'il doit passer le baccalauréat, qu'il doit le repasser, et surtout d'ailleurs en échouant. Et quand il se réveille, il se rend compte qu'en réalité, il l'a déjà. Et ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est qu'il fonctionne comme... Ça montre bien que le baccalauréat est un rite de passage. Autrement dit, nous faisons ce rêve lorsque nous devons affronter une épreuve dont le résultat est incertain, et nous revenons en arrière au moment où nous avons passé le baccalauréat, de même que je me suis inquiété à tort quand je passais le baccalauréat et j'ai surmonté cette épreuve. Je vais être capable de surmonter l'épreuve qui m'attend. On ne rêve jamais aux examens ou aux épreuves auxquelles on a échoué. On rêve toujours aux épreuves qu'on échoue, aux épreuves qu'on a réussi. Et c'est spécifiquement le baccalauréat, parce que justement, c'est un examen qui survient autour des 18 ans, qui est d'aujourd'hui
aussi qui accompagne la majorité et qui marque un très grand changement de statut. C'est donc à un niveau psychique l'équivalent des rites de passage physique chez les peuples sans écriture. Je suis désolé, je pense que malgré tout, ce qui définit l'être humain par rapport aux animaux, c'est le fait que nous ayons la capacité de transmettre nos expériences d'une génération à l'autre, que nous surmontons effectivement la finitude de l'existence humaine par la mémoire des générations précédentes, et le baccalauréat est un moyen d'avoir cette mémoire sur plusieurs générations. À propos d'agrégation, je trouve en effet tout à fait saisissant dans le monde d'aujourd'hui qu'on puisse regretter de ne pas être agrégé de philosophie, qu'on puisse s'en prévaloir alors qu'on ne l'a pas, et c'est bien le plus bel hommage qu'on puisse rendre effectivement à l'enseignement, à la transmission du savoir. Il faut, justement, en ce qui concerne le baccalauréat, la première épreuve est l'épreuve de philosophie, alors que l'enseignement de philosophie a été dénigré pendant toute l'année, et toute la France se met à réfléchir à comment on aurait répondu à cette dissertation de philosophie. Donc c'est aussi un temps fort. Le diplôme a beaucoup de défauts, il peut être injuste, il peut ne sanctionner qu'un temps de passage, mais en même temps le diplôme reste démocratique. C'est un moyen d'effacer les différences sociales, c'est aussi vrai des concours ultérieurs, mais le baccalauréat est le premier moment où en principe les différences sociales devraient avoir moins d'importance après la réussite. Et je suis d'ailleurs très inquiet lorsque les enseignants disent qu'ils ont le sentiment que les inégalités sociales s'accroissent. Ça veut dire qu'ils sont moins sûrs de leur travail. Et c'est beaucoup mieux que quelque chose d'indirect. Ou du système éducatif lui-même. Bien D'ailleurs, Brice Teinturier, qui devra nous quitter malheureusement dans peu de temps, dites-nous, qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit dans la lecture de ce sondage et qui justement a trait à un rapport différent en fonction des catégories socio-professionnelles à notre sujet ? Alors, il y a malgré tout quelques nuances, notamment sur la perception du baccalauréat. Les CSP+, les catégories cadre profession intermédiaire, cadre supérieur, considèrent davantage que les autres que c'est quelque chose d'important et davantage que les autres qu'il a perdu de sa valeur. Donc on voit quand même là des éléments de ce type se profiler. J'avais envie de poser une question, parce qu'il y a une ventilation que je ne m'explique pas du tout. Donc je voudrais profiter de votre présence et éventuellement de votre éclairage, parce que là il y a un écart qui est important. C'est que sur les questions d'angoisse ou de stress, on a une différence de 20 points entre les étudiantes et les étudiants. Les premières étant manifestement ou déclarant beaucoup plus que les garçons qu'elles sont inquiètes et qu'elles stressent. Et là, une différence de 20 points, on se dit, il y a quand même quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous avez une explication. J'ai une explication, je ne sais pas si vous l'accepterez, et je ne sais pas si elle est valide. On peut dire que soit la nature féminine, soit les rôles masculins et féminins font que la femme peut reconnaître beaucoup plus facilement sa faiblesse. Et en même temps, peut-être que reconnaître sa faiblesse, c'est un moyen de la surmonter. Et alors que l'homme va rouler des mécaniques, et quand bien même serait-il effectivement tordu d'inquiétude, le ventre noué, il dira qu'il ne ressent rien. Ça me fait penser aux enfants quand ils tombent et qu'on les gronde, ils disent même pas mal, par exemple. Il y a quelque chose on a comme encore ça. Des pressions sociales sur quand on est un garçon, on ne pleure pas. Oui. Alors, on a eu la réponse du point de vue psychanalytique, la réponse du point de vue statistique. Oui, alors après, je ne sais pas s'il y a des différences par domaine d'études, mais ce qui ressort dans les comparaisons internationales, c'est qu'en général, les filles réussissent beaucoup mieux que les garçons en compréhension de l'écrit et beaucoup moins bien en mathématiques que les garçons. Et on sait qu'en France, il y a une sélection qui se fait beaucoup par la matière des mathématiques et on peut supposer que ça crée donc une angoisse supérieure aux filles qui réussissent un peu moins bien que les garçons sur cette matière. Alors je ne sais pas si votre étude... On n'a pas d'éléments. Mais ça peut être un élément explicatif. Un petit peu dans le complément de ce que vous dites, une autre peut-être explication, c'est peut-être aussi que les filles intériorisent déjà les discriminations dont elles savent qu'elles seront victimes plus tard, et notamment dans les mathématiques, où effectivement elles sont très performantes, et plus le parcours universitaire se prolonge, et plus elles s'évaporent, alors parfois spontanément, et pas pour des raisons d'échec. Voilà. Donc peut-être qu'elles ont aussi conscience d'un destin qui ne sera pas égal par rapport aux garçons.